Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces. Un webinaire ce soir dédié à l'un des lieux les plus fascinants de notre planète, l'Antarctique, le grand continent blanc comme on se plaît à l'appeler. Eh bien, comme d'habitude, je vous invite, donc nous sommes ravis déjà de vous avoir ce soir. Vous êtes nombreux à vous être inscrits à cette conférence. Donc, nous allons faire cette présentation et à l'issue de cette présentation, vous aurez tout le loisir de nous poser vos questions tout au long de la présentation et nous y reviendrons donc à la fin. Je poserai ces questions en direct afin que tout le monde puisse y répondre, profiter de ces réponses plutôt. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de partir ensemble à la découverte de ce monde à part, un monde d'immensité de glace, où les colonies de manchots s'étendent à perte de vue, où parfois les baleines peuvent surgir dans la lumière du soir. Et donc l'Antarctique, c'est vraiment un territoire extrême, un territoire profondément vivant que nous allons vous présenter ce soir. Alors nous allons, c'est plutôt Élodie, notre intervenante ce soir. Élodie Marcheteau est guide polaire pour Grands Espaces depuis maintenant 3 ans. Mais c'est aussi une géologue de métier donc, qui a pu réunir finalement ces deux passions, la beauté du vivant, les roches et le voyage à travers nos expéditions Grands Espaces. Eh bien, écoutez, je laisse un petit peu de temps avant que tout le monde puisse nous rejoindre, mais nous allons pouvoir commencer doucement. Voilà, je pense que Élodie, je peux te laisser la parole quand tu veux. Merci Laureline, merci pour cette belle introduction. Et je me réjouis de revenir avec toi, avec vous tous, bien sur ce dernier voyage en Antarctique qui s'est achevé il y a une dizaine de jours, donc tout récent. Je vais vous présenter à travers mes images toutes les merveilles que l'on a pu voir de ce grand continent blanc. Et de vous partager, je l'espère, toutes les splendeurs que l'on a pu voir, ou vous éveiller en termes de curiosité sur ces espaces magistraux. Je suis donc Élodie, guide polaire depuis l'été 2023, géologue de formation et surtout une grande amoureuse de la nature et du vivant, que ce soit les espaces des milieux polaires en Arctique et là en Antarctique, comme des milieux africains, puisque j'accompagne aussi un séjour pour Grands Espaces en Afrique australe. Donc je vous propose de commencer sur cette présentation que j'ai intitulée et puis que certains nomment pour la période le printemps antarctique, puisque Grands Espaces, cette année et depuis quelques années, propose les voyages sur une période particulière qui est fin octobre, début novembre. Et c'est vraiment ce printemps, pour moi le printemps, c'est une renaissance, c'est un renouveau, c'est une explosion de vie. Et finalement, ce terme de printemps, il est très bien adapté à cette période, puisque outre les empereurs qui bénéficient de l'hiver austral pour leur période de reproduction, de nidification, ce sont un petit peu les exceptions de la présence de vie en Antarctique pendant cette période de l'hiver. Eh bien, la majorité de la vie, elle se produit en Antarctique à partir de début octobre, début novembre, où là, on a le retour des manchots sur les colonies, on a le retour de la majorité des phoques, qui vont à leur tour se reproduire, trouver des endroits ou des plateformes de glace pour mettre bas. Et puis, on a aussi, comme le disait Laureline, la possibilité d'avoir ces mammifères marins, ces grandes baleines, comme la baleine à bosse, qui viennent s'alimenter sur le cri d'Antarctique. Donc, ce terme de printemps, il est parfaitement adapté à ce réveil de la vie
qui se fait sur ce continent qui est un continent très, très hostile pour nous. Donc, je voulais, alors, non pas faire une conférence parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce continent antarctique, mais plutôt pour vous replacer le contexte de l'Antarctique, mais aussi de notre voyage. Donc, à travers cette carte, une carte de ce grand continent blanc qui porte bien son nom puisqu'il est recouvert à 98% de glace, avec parfois une épaisseur qui va jusqu'à 4700 mètres. Donc, c'est un continent, on dit, de tous les extrêmes. Ce n'est pas le plus grand continent du monde, c'est le 5e, mais malgré tout, il fait 14 millions de kilomètres, à peu près 25 fois la France. Je n'ai pas l'équivalent en Suisse, mais il y a souvent des Suisses parmi les passagers de grands espaces. Donc, c'est le continent qui est centré au niveau du pôle sud et qui est un extrême climatique en termes de froid, en termes de précipitation, de vent. C'est un continent où il y a très peu de vie. La vie se situe sur les bords, sur les côtes. Et eh bien, il n'y a que nous, en termes d'humains, qui allons jusqu'au pôle sud ou jusqu'à des zones très, très isolées à travers des bases scientifiques. Ça, ce sont tous les petits points rouges que vous avez sur cette carte. Donc, un continent eh bien, très, très grand, très isolé aujourd'hui et depuis 30 millions d'années par ce qu'on appelle l'océan austral. Donc, c'est cet océan qui fait tout le tour de l'Antarctique, qui est en gros la réunion aussi de plusieurs masses océaniques que sont l'océan Atlantique, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Donc, je vais parler un petit peu de cette influence des différentes masses océaniques juste après. Mais voilà, un continent qui est vraiment isolé et c'est pourquoi il a été découvert si tardivement. C'est le 7e continent à avoir été découvert, en tout cas par nous humains, parce que si on remonte dans l'histoire géologique, eh bien, il a été peuplé par beaucoup d'animaux au cours de son histoire. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, sa découverte, la plus officielle, c'est celle de James Cook en 1773, qui va être le premier à franchir le cercle antarctique. Et puis, il sera l'instigateur d'une grande période d'exploration maritime, notamment, tout d'abord, avec encore d'autres navigateurs anglais, dont William Smith, dont certains baleiniers comme James Weddell, et puis des Russes, et notamment notre Français, Jules Dumont-d'Urville, qui est officiellement celui qui a posé le pied sur le continent antarctique. Donc, vous l'avez ici sur, je ne sais pas si on voit ma souris, mais je ne pense pas, sur la Terre Adélie qui est au sud-est sur cette carte. Donc, un territoire qui est longtemps resté très, très inconnu parce que isolé, d'un point de vue maritime d'une part et d'un point de vue terrestre, eh bien, il a fallu attendre fin 19e, début 20e pour qu'il y ait les premières explorations terrestres et puis notamment la course au pôle sud entre Amundsen et Scott. Je ne vous dirai pas qui a atteint si vous voulez faire vos propres recherches ou venir à bord sur la prochaine croisière. On parlera de ça en conférence. On a beaucoup, beaucoup d'histoires qui est associée à cette terre si isolée. Voilà, Shackleton, des grands noms de l'exploration arctique, mais voilà, qui sont aussi venus faire leurs preuves en Antarctique. Donc, dans ce contexte eh bien, de découverte de cette immensité, en fait, vous comprenez bien que, eh bien, on ne peut pas tout explorer en un voyage. Et donc, nous, au niveau de ce que l'on propose en termes de croisière, eh bien, on se focalise sur une petite zone qui est une partie de la péninsule antarctique. Donc, c'est la zone que vous avez sur la gauche de l'image, là où il y a la majorité des points rouges qui sont des bases scientifiques. Ces bases, elles ne fonctionnent pas toute l'année. Ce sont souvent des bases saisonnières. Il y en a quelques-unes qui fonctionnent toute l'année, mais sur d'autres parties du continent. Donc, le voyage est principalement centré sur cette petite zone en haut à gauche,
entre les îles Shetland du Sud et puis la péninsule antarctique. Donc, je vais zoomer un petit peu sur cette zone, voilà, pour vous présenter un petit peu le terrain de jeu des croisières qui sont possibles sur cette période en fait, de temps qui est relativement limitée. Eh bien, on va rayonner entre la pointe de l'Amérique du Sud, hein, le point de départ c'est Ushuaia, et puis on va passer dans ce fameux passage qui est le passage de Drake jusqu'à arriver dans la partie de la péninsule antarctique. Donc cette péninsule antarctique, elle a une forme qui est assez particulière, un petit peu en forme de S comme ça. Ça, c'est vraiment l'héritage de son histoire géologique parce que pendant très longtemps, jusqu'à à peu près 45-50 millions d'années, la pointe de l'Amérique du Sud et la péninsule antarctique étaient liées. Donc, ça a été le jeu finalement de processus tectoniques qui ont créé cette grande ouverture, hein, ce que vous avez entouré un petit peu de blanc là sur l'image, c'est ce qu'on appelle la plaque de Scotia. Donc, c'est une plaque tectonique qui est le résultat d'une grande déchirure en fait des fonds océaniques qui sont dus à l'ouverture de l'océan Atlantique d'une part et l'ouverture de l'océan Pacifique. Donc tout ça, ça a créé des forces contradictoires qui ont eh bien, poussé l'Amérique dans un sens, la péninsule dans l'autre, et qui ont créé cette grande ouverture qui est le lieu de réunion aujourd'hui de différents océans et la présence de l'océan austral notamment. Donc cet océan austral, vous avez une carte ici sur votre gauche. Cet océan austral, eh bien, il est animé de différents courants, et notamment le courant circumpolaire, qui est ce grand courant froid qui isole l'Antarctique depuis maintenant plus de 34 millions d'années. C'est le moment où il y a vraiment eu cette séparation entre la pointe de l'Amérique du Sud et la péninsule antarctique, et qui a vraiment eh bien, isolé de manière climatique l'Antarctique, et qui a été le moment des premières glaciations massives sur ce continent-là. Donc le courant circumpolaire, il faut penser que c'est une espèce de grande réunion, de grand brassage des différents océans. Donc l'océan Indien, l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Et c'est une masse d'eau, la masse d'eau la plus puissante sur Terre. C'est 150 millions de kilomètres cubes par seconde. Donc c'est à peu près 100 fois le débit de tous les fleuves réunis au monde. Voilà. Par seconde, c'est ça qui circule autour de l'océan, autour de l'Antarctique. Donc, une masse d'eau extrêmement puissante. Et cette convergence, cette rencontre des différents océans, eh bien, ça a une importance sur l'isolement de l'Antarctique, parce que eh bien, ces masses d'eau qui sont un peu plus tempérées de l'océan Atlantique, de l'océan Pacifique, de l'océan Indien, elles sont un peu plus chaudes, elles sont un peu plus salées, et elles vont eh bien, se rencontrer les eaux froides et moins salées de l'océan austral. Ça va produire une zone particulière qu'on appelle la zone de convergence, ou la zone ou le front polaire, voilà, c'est son autre nom. Et cette zone, elle se trouve à peu près au milieu du passage de Drake quand on part d'Ushuaia et qu'on essaie de rejoindre la péninsule antarctique. Vous l'avez sur ce schéma. Alors, il y a une influence sur les reliefs sous-marins, bien sûr, mais c'est essentiellement cette différence de température et de salinité qui va faire qu'à un moment, eh bien, il y a une rencontre de ces océans et une différence qui va se produire, qu'on appelle le front polaire. Alors, ce n'est pas une ligne, hein, c'est pas une ligne figée, c'est pas comme le cercle antarctique non plus. Ce sont des lignes qui varient dans le temps, qui varient en fonction voilà, des écarts de température. Mais cette zone, en gros, elle se déplace elle est comprise entre 41 et 60 degrés de latitude sud. Donc, c'est comme un couloir un petit peu
où les différents océans vont se mixer en termes de température et de salinité. Et ça va créer comme une barrière un petit peu écologique au niveau des écosystèmes marins. Et ça va aussi influencer toute la faune que l'on va voir pendant notre traversée du Drake. Alors là, je vais commencer le voyage avec vous sur cette idée, puisque lorsque l'on part d'Ushuaia, qui est notre point de départ une fois que l'on a traversé généralement l'Atlantique, passé par Buenos Aires, voilà, c'est déjà un voyage dans le voyage, arrivé à Ushuaia. Mais voilà, quand le bateau part, nous partons d'Ushuaia, nous traversons le canal de Beagle, qui est ce détroit qui se trouve entre les dernières terres argentines et puis les îles chiliennes qui vraiment terminent la pointe de l'Amérique du Sud. Nous commençons ce passage, cette traversée de cette partie de l'océan austral, donc qui est vraiment limitée entre ces deux pointes continentales. Et ce passage de Drake, il est mythique parce qu'il y a donc ces grands courants dont je vous ai parlé, très puissants, mais il y a aussi beaucoup de vent, c'est comme un entonnoir. Donc, c'est là, dans ces latitudes-là que l'on parle des 50e rugissants, des 60e déferlants. Donc, ça illustre bien que ce Drake, il peut être ce qu'on appelle soit un Drake Lake, voilà, c'est à l'anglaise, mais ça illustre bien, donc un lac. Moi, je l'ai déjà vu comme ça. Mais ça peut aussi être un Drake Shake, donc c'est-à-dire qu'on se fait secouer. Et ça n'a pas forcément été le cas sur cette première traversée. On a été assez chanceux. On a quand même eu des creux à 2 mètres, 2 mètres 50. Mais voilà, vous voyez sur les eaux qui sont derrière ces oiseaux, c'est plutôt relativement calme. Toutefois, ce passage, il est vraiment associé à des mers très, très agitées, très fortes. Quand on démarre le passage, on passe pas très loin du Cap Horn, qui a cette réputation de mer très, très compliquée. Donc, on sait quand on démarre le Drake que ça ne va pas forcément être une partie de plaisir, mais pour autant, on a déjà un spectacle. On a ce spectacle ce qu'on appelle des grands voiliers, des grands albatros. Je vous ai mis quelques exemples ici. Donc, ce sont ces grands oiseaux. Le grand albatros hurleur, c'est l'oiseau le plus grand au monde en termes d'envergure. Il peut atteindre jusqu'à 3,50 m, peser une douzaine de kilos, faire à peu près 1 mètre de hauteur. Donc, ce sont vraiment c'est une observation qui est fabuleuse de voir ces oiseaux qui ne font que planer, en fait, qui utilisent les thermiques pour vraiment se déplacer, frôler l'eau et puis repartir dans des sortes de danses infinies. C'est une contemplation qui est fabuleuse. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples d'albatros. Ce n'est pas exhaustif. Il y a tout un tas d'espèces qui sont visibles pendant cette période du passage de Drake, notamment jusqu'à la convergence. Mais voilà, on va rencontrer aussi des pétrels géants, des océaniques, des pétrels bleus, etc. Donc, c'est un petit peu la partie préférée des ornithologues, j'ai envie de dire, cette partie du Drake. Qui est vraiment typique et qu'on voit très bien. On a quelque chose qui est très marqué au niveau de la zone de convergence où, quand on passe cette zone de convergence, qu'on arrive dans les eaux plus froides, plus de l'océan austral, on va perdre un petit peu en diversité au niveau de ces oiseaux. Le climat va un peu changer, c'est souvent une zone où il y a du brouillard. Bref, ce passage de Drake, c'est déjà une première partie du voyage, même si parfois on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Et puis, il y a déjà cette attente. On sait qu'on va aller quelque part, on sait qu'à un moment, on va retrouver des terres. Et ça fait partie aussi pour moi du voyage. Donc, une fois que l'on passe ce Drake, c'est les seules images que je vous montrerai de ce passage.
eh bien, on sait qu'on va, comme je vous disais, approcher des premières terres et cette partie de terre qui finalement que l'on va toucher avant la péninsule à proprement parler, c'est l'archipel des îles Shetland du Sud. Donc cet archipel, il a été découvert en 1819 par un capitaine anglais de la Royal Navy, un peu par hasard, puisqu'il ne voulait pas descendre aussi bas. Et on arrive généralement, c'est notre première étape, c'est une étape qui est très bien choisie, sur une petite île qui s'appelle l'île de Half Moon, parce qu'elle a une jolie forme en demi-lune. Je vous ai mis une carte là, mais qui n'est pas assez zoomée pour voir la demi-lune. Mais on est voilà, à peu près au milieu de l'archipel. Et c'est vraiment c'est cette vue des premières terres après quasiment 2 jours de Drake. Ça a vraiment quelque chose d'émouvant. Voilà, même si on n'a pas vécu une navigation compliquée, il y a quelque chose de l'ordre voilà, des explorateurs, des navigateurs qui, à un moment, voilà, étaient perdus au milieu de l'océan et ont vu la première terre. Et cette sensation d'arriver en vue de terre après quelques jours de navigation, ça fait toujours quelque chose. Donc voilà, c'est une image que j'ai prise le soir, parce qu'on est arrivé le soir, donc il y avait une ambiance où vous voyez un peu brouillard, il neigeait un petit peu, mais malgré tout, voilà, c'était très réjouissant de voir cette terre et on avait l'impatience déjà de pouvoir débarquer et toucher cette première terre antarctique. Parce que les îles Shetland du Sud donc, ne sont pas collées à la péninsule antarctique. Il y a un détroit qui les sépare. Malgré tout, elles sont à 62 degrés de latitude sud, c'est-à-dire qu'elles font déjà partie de l'Antarctique, puisqu'on considère que toutes les terres qui sont au-delà de 60 degrés de latitude sud eh bien, font partie de l'Antarctique. Alors, voilà notre première sortie avec une image du navire qui a été utilisé pour ce dernier voyage, l'Ocean Nova, que certains peut-être connaissent. Donc là, on a bénéficié d'un temps, d'une météo assez splendide et qui va nous suivre en fait quasiment jusqu'à la fin de notre séjour. Donc on a vraiment une chance de ce point de vue-là fabuleuse sur la météo. Et voilà, on a déjà une ambiance avec les grands sommets enneigés, la neige quasiment partout. Et puis, voilà, moi, je m'étais postée sur une zone parce que sur les points de débarquement, eh bien, on organise les visites afin de pouvoir voir le maximum de choses. Mais malgré tout, on a certaines contraintes en termes de réglementation, en termes d'approche de la faune. Donc, moi, je m'étais postée sur une zone où j'ai pu avoir une belle ambiance, notamment de l'arrivée des passagers avec les Zodiacs. Donc, voilà une image du site de Half Moon avec eh bien, ces roches très, très découpées par tout le modelé glaciaire. Hein, les dizaines, les centaines de cycles glaciaires ont vraiment découpé cette roche en pointe. Et puis, voilà, on laissait quand même eh bien, des grandes plateformes qui sont aujourd'hui utilisées par nos petits manchots. Donc, sur la gauche, ce ne sont pas des manchots, hein, ce sont des personnes, des humains. Mais si on zoome un petit peu, eh bien, sur la majorité de cette plateforme rocheuse, eh bien, toutes les petites silhouettes blanches et noires, ce sont des manchots. Donc là, c'est la première arrivée des manchots sur les colonies. Et c'est toujours, la première rencontre est toujours très, très particulière. Donc ici, je vais revenir après sur le type de manchot, on a des manchots à jugulaire, que je vais vous montrer juste après. Mais un petit peu plus sur le site, voilà, ce sont ce type de paysages qui font partie de l'Antarctique, ces pointes, ces arêtes, ces étendues neigeuses immaculées.
Voilà, c'est l'Antarctique. On a bien sûr des manchots, on a aussi des types d'oiseaux comme ce goéland dominicain. Les goélands dominicains sont un petit peu les prédateurs, font partie des prédateurs des manchots, notamment lorsqu'il y a les œufs et puis les jeunes manchots. Donc, ce n'est pas, voilà, c'est pas aberrant qu'il y ait déjà ce type d'oiseaux à proximité des colonies. Il y a aussi des pétrels géants, il peut y avoir des labs antarctiques. Ces oiseaux sont liés à l'écosystème de ces colonies de manchots. Et bien, chacun va trouver sa vie et va s'alimenter dans ce contexte particulier de ce climat antarctique et de cette période qui finalement, période de vie, d'abondance de vie qui est relativement courte. Donc voilà, goéland dominicain. Là, c'est d'autres types d'oiseaux, ils sont colorés aussi, mais ce sont nos passagers. Donc voilà, ça vous illustre un petit peu le type de chemin, de configuration que l'on met en place. Voilà, je fais cette petite parenthèse sur plus la manière dont on vit le terrain, dont on organise les sorties. Mais en Antarctique, voilà, sachez que c'est assez réglementé et qu'on vous fait des chemins comme ça, balisés, avec des limites, avec des distances strictes par rapport à la faune, ce qui est le cas en Arctique aussi. Mais ici, c'est particulièrement présent. Donc là, on avait organisé un chemin. Voilà, les personnes avaient quand même une grande zone pour déambuler et avec une très, très belle vue sur l'île Livingstone, qui est l'île en face de l'île de Half Moon. Alors, un peu plus proche de nos manchots, là, il y avait une belle lumière et puis comme ce contraste noir et blanc. Voilà, c'est pas du tout une photo en noir et blanc, mais il y avait malgré tout un petit monochrome qui était très très joli. Donc on voit que les manchots, voilà, ils sont essentiellement sur les buttes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on est au début du printemps, donc il y a encore beaucoup de neige. Et les manchots vont faire leur nid voilà, en utilisant des petits cailloux. Donc, c'est généralement les mâles qui arrivent d'abord et qui vont revenir au maximum sur leur ancien nid, s'il n'a pas été piqué par un autre. Et principalement, ils vont aller vers les hauteurs et chercher les zones caillouteuses. Donc, c'est le début bien de la période de reproduction. Donc, on va avoir un petit peu de manifestations d'expression, de séduction. Alors, pas pour tout le monde, ceux-ci étaient vraiment dans la neige. Certainement qu'ils se reposaient, mais ils n'étaient pas très, très actifs. Et par contre, on a voilà, plus d'expression voilà, en termes de comportement sur ceux qui sont déjà implantés sur des zones de rochers. On voit celui notamment à droite qui lève la tête, qui ouvre le bec. Donc, voilà, ce sont des expressions où ils vont appeler leur partenaire, ils vont se séduire. Donc, cette période-là du printemps antarctique, c'est vrai qu'elle est très intéressante pour ça. Il n'y a pas encore forcément d'œufs, mais il y a tous ces comportements qui sont essentiels finalement à la reproduction, que sont les parades nuptiales. Et de voir ces animaux qui se retrouvent, qui s'attendent parfois, mais c'est assez touchant. Bon, en plus, c'est touchant parce que c'est nos premiers manchots. Et c'est cette petite espèce de manchot à jugulaire avec la petite barre noire sous la gorge qui est particulièrement esthétique. Donc ça, c'était notre première sortie, donc une sortie, voilà, un débarquement à terre. Donc, les journées sont organisées souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est alterner entre débarquement et sortie Zodiac. Donc, de cette île, de Half Moon Island, vous l'avez sur la carte, eh bien, nous sommes descendus vers la péninsule antarctique à proprement parler. Donc, qui est la continuité du continent antarctique. Donc, on a passé ce grand bras là qu'on appelle le détroit de Bransfield. Donc, ça nous a pris une bonne après-midi.
Oui, les distances sont toujours grandes en Antarctique. On a l'impression que c'est tout proche, mais il faut prendre en compte les conditions de mer, les conditions de glace et voilà, parfois les distances qui nous paraissent réduites, mais qui ont leur importance. Donc, notre deuxième jour, voilà, ça a été une journée complète finalement d'activité. Et là, on était dans une petite baie, donc une sortie zodiaque qu'on appelle la baie de Sierva. Et là, ça a été la découverte plus d'une ambiance d'iceberg, une ambiance vraiment voilà, de glace. On a navigué dans la glace, dans le brash, on a fait le tour de certains icebergs et puis on a eu la chance d'avoir une belle diversité de faune, d'abord avec ce premier phoque, un phoque dit de Weddell, voilà, qui était confortablement installé sur son flot, à proximité d'un goéland dominicain. Donc lui, il est resté là, tranquille. Donc ça prouve bien aussi que nous, on a fait notre job en tant que guide, c'est-à-dire qu'on n'a pas dérangé la faune. C'est notre préoccupation majeure. Au-delà de vous offrir une belle expérience, on tient à ce que l'expérience pour la faune, elle soit la moins impactante possible. Donc, ce phoque de Weddell, voilà, il est resté bien tranquillement allongé et chacun a pu profiter de sa présence. Une autre espèce que l'on a pu voir ce jour-là, un peu plus loin, c'était une otarie à fourrure. Donc, lui, il était placé sur un gros bloc, un gros iceberg, et il nous a vraiment fait un show. Il a pris des pauses, il s'est déplacé. Enfin bref, ça a été une très, très belle observation de ce mâle. Donc, on voit que c'est un mâle parce qu'il a une espèce de crinière. Enfin, en tout cas, la fourrure est bien exprimée au niveau de sa gorge. Et c'était une belle rencontre avec ce spécimen. Donc, les phoques, à part le phoque de Weddell qui est là toute l'année, mais les phoques et les otaries, c'est aussi pour eux le début de la saison bien de reproduction. Les mâles vont commencer à chercher, alors pour les otaries, des plages, des plages de gravier. Pour d'autres phoques, ce sera plus voilà, des morceaux de banquise. Donc, tout va s'organiser pour que les femelles puissent mettre bas, pour qu'il y ait de nouveau reproduction. Donc là aussi, on est à cette période où les colonies ne sont pas complètement formées, mais on a l'arrivée des premiers individus et potentiellement des premiers rassemblements. Donc des très belles observations en prévision. Nous avons vu là, cette fois-ci deuxième type de manchot, le manchot papou. Alors certains, sur la première sortie à Half Moon, avaient pu en voir parce qu'il y avait quelques individus qui étaient sortis de l'eau sur la plage. Mais ici, on les a vraiment vus dans l'eau. Donc c'est là qu'on se rend compte que le manchot est très adapté à la vie sur Terre, la vie sur glace, mais qu'ils sont quand même hyper agiles dans l'eau. C'est vraiment un plaisir de les voir nager. Et les papous, notamment, qui sont vraiment reconnaissables par leur bec orange, là, et puis leur espèce de petite calotte, petit serre-tête blanc, et bien typiquement, ils vont former des espèces de grands radeaux, donc des grands groupes dans l'eau. Alors, l'idée précise de ces radeaux, elle peut être multiple. Ça peut être juste un comportement social, ça peut être aussi une manière c'est ce moment-là qu'ils choisissent pour se nettoyer, pour s'alimenter un petit peu. Bref, ça peut faire des rassemblements assez impressionnants, assez bruyants aussi, puisque les manchots, ils s'expriment pas mal, surtout à cette période de l'année où il y a les rapprochements entre mâles et femelles. Donc voilà, ces comportements de manchots sont très, très, très plaisants à observer quand on est en zodiaque, parce que parfois en plus ils se prennent le jeu à nous suivre, donc ça fait des scènes mémorables. Donc une deuxième espèce de manchot que l'on va revoir assez fréquemment, c'est ces manchots papous. Et puis ce jour-là, on a eu la belle surprise d'observer des baleines à bosse. Alors la qualité n'est pas aussi belle que précédemment, ça c'était avec mon téléphone, même s'il est très bon, de très bonne qualité mon téléphone.
Là, en fait, j'ai extrait des photos de vidéos parce que je préfère filmer les baleines que les prendre en photo. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu la proximité par rapport aux baleines à bosse que l'on a pu observer, c'était vraiment inattendu. Pour vous donner une idée, l'année dernière, donc à la même période, nous n'avions vu aucune baleine à bosse. Voilà. Donc, certainement que les conditions pour elles étaient différentes, peut-être par rapport au krill qui était moins présent, peut-être aux conditions de glace. Bref, sur cette croisière ici qui vient de s'achever, eh bien, on a eu la chance de voir tous les jours des baleines à bosse en nombre. Donc, voilà, ça a vraiment été un spectacle fabuleux et ça a commencé ce jour-là avec plusieurs individus qui s'alimentaient à proximité des zodiacs. Donc, une très belle sortie, première sortie en zodiac. Et puis, eh bien, l'après-midi, de cette première journée complète d'activité, le navire est descendu au sud. Donc, on a pris le détroit, ce grand détroit allongé qu'on appelle le détroit de Gerlache. Et on est arrivé sur une pointe donc, qui appartient à la péninsule antarctique. Donc, ce débarquement sur cette zone qu'on appelle Portal Point, c'est un peu particulier parce que finalement, c'est la première fois qu'on met le pied sur la péninsule antarctique, sur le continent. Donc, c'est ça qui est marquant sur ce débarquement. Outre le paysage qui est magnifique, comme montré sur cette photo, avec des énormes glaciers, avec des ambiances typiques de l'Antarctique. Alors voilà, une photo que j'ai pu faire moi depuis mon zodiaque. Ça vous illustre ces grandes chaînes de montagnes recouvertes par des glaciers, ces ambiances où il y a toujours un petit peu de nuages. Voilà, ces dessins de la glace, pour moi, c'est vraiment comme des tableaux vivants. Donc, moi, ces paysages me touchent beaucoup. Et c'est vraiment partie de cette immensité de l'Antarctique et de ce que l'on voit en fait au quotidien. Donc, un exemple de ces beaux paysages antarctiques. Une autre espèce que l'on a pu voir ce jour-là, j'étais partie, après avoir déposé des passagers, faire un petit tour sur les environs du site et je suis tombée nez à nez, entre guillemets, avec ce phoque qui est un léopard des mers. Donc, c'est le seul que l'on va voir sur cette croisière, mais malgré tout, on aura la chance de le voir dans des très belles conditions sur son petit flot de glace. Et on voit que cet individu, eh bien, c'est plutôt un jeune léopard et il a dû subir quand même des circonstances de vie assez compliquées. On le voit par toutes ces cicatrices là sur son cou et son dos. Donc, c'est un survivant, hein. C'est certainement qu'il a subi des attaques d'orques, peut-être de certains de ses congénères quand il était plus jeune. Mais voilà, ce jeune léopard, eh bien, pareil, il est resté sur sa plaque de glace et on a pu observer son faciès qui est assez particulier, qui fait sa réputation, hein. On dit qu'il a une tête un peu reptilienne et voilà, ça reste l'un des grands prédateurs de l'Antarctique, notamment sa prédation qui est célèbre mais peu justifiée sur les manchots. Voilà, donc une belle rencontre avec ce léopard des mers. Sur ce site de Portal Point, alors il y avait aussi donc ce site, le but, c'est d'aller sur un point de vue et puis d'avoir vraiment une très belle vue sur la baie et sur la partie continentale de la péninsule. Donc, on a eu aussi la chance d'avoir bien une petite visite de manchots papous qui était près du site de débarquement, à tel point qu'à un moment, on avait mis des piquets, délimiter des zones pour ne pas avoir trop de contact avec eux. Et bien, ce sont eux qui se sont approchés.
Donc, c'est un petit peu ça qui est souvent très rigolo avec les manchots, c'est que finalement, c'est leur territoire, c'est leur environnement, on est chez eux. Donc, peu importe les piquets, eux, ils vont où ils vont. Donc, ça nous a joué un peu des tours sur certains sites, je vous en reparlerai. Mais parce que voilà, eux, ils font leur vie, ils ont leurs habitudes et c'est nous qui pénétrons un petit peu sur leur territoire. Donc, ça a créé voilà, des scènes assez rigolotes où on a dû attendre en fait qu'eux se déplacent. Donc, ça a pu parfois prendre du temps. Mais c'est eux la priorité. Nous sommes chez eux. Nous sommes des invités en Antarctique. Donc voilà, on a pu profiter de leurs attitudes, de leur petite marche, voilà, avec les ailes levées. Ce sont vraiment des animaux très, très, très attachants, en fait. Et puis, donc, nous avons terminé cette belle première journée et nous avons commencé à bien descendre vers le sud. Vous avez toujours la petite carte qui est là-haut, il faut suivre le petit trait rouge. Donc, on a navigué toute la nuit jusqu'à atteindre voilà, un chemin assez étroit que l'on appelle le chenal Le Maire. Donc, c'est vraiment une partie de navigation qui se resserre, pas au point d'être limite sur le passage, mais en tout cas, comme un couloir entre la grande terre qu'on appelle la terre de Graham et puis une île qui s'appelle l'île de Bous. Et ce passage, voilà, il est vraiment très, très scénique, très, très poétique. C'est souvent un endroit qui est très calme. Donc, on a ces effets miroirs qui sont assez fabuleux. Et ce chenal, on n'est jamais sûr, en fait, de le franchir. On a des cartes de glace, mais il peut quand même être bouché par plusieurs gros icebergs et empêcher complètement la navigation à travers, même s'il fait jusqu'à 1,5 km de large. Eh bien, parfois, il est obstrué par des icebergs. Ça a été le cas l'année dernière. Nous n'avons pas pu passer par ce chenal. Mais cette année, on a eu la chance. Il y avait plusieurs icebergs, mais ça passait très, très bien. Donc, on a profité d'une navigation magnifique. Il faisait certes froid, mais les conditions étaient fabuleuses dans une mer d'huile. Et ça nous a permis d'avoir cette belle expérience de passage par le Lemaire. De ce chenal Le Maire, vous l'avez encore sur la carte ici, nous avons fait un petit peu le tour de l'île pour arriver dans un site voilà, qui est un des hauts lieux de l'exploration polaire. L'Antarctique a ça aussi de magique, c'est que c'est un continent tellement énorme et bien qu'il y a une histoire d'exploration qui est gigantesque, qui est vraiment fabuleuse. Ce lieu, notamment, eh bien, il est très, très lié à un grand explorateur polaire français qui s'appelle Jean-Baptiste Charcot. On l'appelait le gentleman des pôles. Et Jean-Baptiste Charcot est venu dans cette zone au cours de son premier voyage d'exploration entre 1903 et 1905. Et il a nommé cette baie en l'honneur, enfin ce site, en l'honneur de son père, Jean-Martin Charcot, célèbre neurologue. Donc, ils ont laissé un cairn avec une sorte de croix, ce n'est pas vraiment une croix, mais à son sommet, comme sur la photo. Donc, l'idée pour nous, c'était bien de débarquer sur le site, d'éventuellement faire le chemin vers le cairn, mais il se trouve que le site de débarquement était complètement envahi par des manchots. Donc, on ne pouvait pas du tout respecter les distances réglementaires par rapport à l'approche de la faune. Et nous avons donc changé les plans. C'est un peu ça, voilà. Ceux qui connaissent l'esprit de la croisière expédition le savent, les plans peuvent changer. Donc, le maître mot, c'est adaptabilité, flexibilité. Et ça a pu, voilà, en fait, cette annulation de débarquement eh bien, a donné lieu à une fabuleuse croisière en Zodiac où eh bien, nous avons
Nous avons pu profiter de la colonie de manchots papous qui commençait à s'établir sur le site à distance. Mais on a surtout profité de magnifiques icebergs. Ici, vous avez des couleurs de bleu qui sont fabuleuses, des formes assez incroyables. Là, je n'ai pas d'échelle spécifique, mais cette grande tour-là, elle faisait jusqu'à 25 mètres avec une espèce de cercle. Ça faisait vraiment comme un théâtre de glace. Donc voilà, cette ambiance d'iceberg était tout bonnement magique. Donc encore des manchots papous dans l'eau. Et puis on a eu de nouveau cette chance fabuleuse d'avoir une très très belle observation de baleines à bosse. Là, je vous ai mis une petite séquence avec, là, il y avait 3 baleines, il n'y en a que 2 sur l'image, mais voilà, où on avait aussi une très belle proximité. Ces souffles que l'on entend, c'est vraiment des rencontres personnellement qui me touchent énormément, où on arrête le moteur et juste on s'imprègne bien de ce souffle, de cette respiration qui est vraiment le souffle de la vie, dans une ambiance qui est vraiment immaculée. Donc ça, c'était notre débarquement avorté, mais qui s'est terminé voilà, sur une magnifique sortie zodiaque. Et puis l'après-midi, nous sommes descendus vers ce qui sera notre point le plus au sud du séjour, vers l'île Petermann. Donc là aussi, c'est une zone où Jean-Baptiste Charcot a hiverné pendant sa deuxième campagne, entre 1908 et 1910. Donc là, on a une cabane, qui est en lien avec une base argentine. Et de nouveau, de grandes colonies de manchots papous, mais aussi ce que l'on a pu rencontrer sur ce site spécifiquement, c'est notre 3e espèce de manchots, c'est les manchots Adélie. Donc les manchots Adélie, ils portent le nom justement qui a été donné par Jules Dumont d'Urville, le nom de son épouse Adélie, qui a donné aussi le nom à la terre Adélie. Mais voilà, ce manchot qu'on voit qui est différent, il a notamment ce cerclage blanc autour de l'œil. Et puis, voilà, il peut donner l'impression qu'il est un peu endormi suivant la manière dont la paupière est placée. Et on a vu une très, très belle cohabitation, collaboration entre les papous, dont on voit deux individus là, sur la photo de droite, et puis ces adélis. Donc, il y a cohabitation. Il peut y avoir par contre certaines petites disputes puisque les manchots font leur nid avec des cailloux. Donc, ce ne sont pas des géologues, mais malgré tout, ils aiment bien les cailloux. On voit sur l'image du bas, voilà, c'est vraiment la période où on va les voir prendre des cailloux, les transporter pour construire leur nid. Et ça peut être sujet à dispute, parfois assez violente, au sein d'une même espèce ou entre des espèces différentes, puisque ils savent que la mise en place de ces nids avec ces cailloux, en fait, c'est indispensable à avoir une bonne condition pour pondre leurs œufs et pour perpétrer l'espèce. Donc voilà, c'était un très très beau contexte, ce lieu, ce site de l'île de Petermann, pour rencontrer ces manchots Adélie qui étaient ceux que l'on n'avait pas encore véritablement vus. Et c'était notre point le plus au sud. Donc, à partir de ce moment-là, on a de nouveau commencé à remonter, à relonger la péninsule antarctique. Et on s'est dirigé vers un autre site qui nous fera toucher de nouveau le continent, un site qui s'appelle Nickel Harbour. Donc, toujours dans ce contexte, dans ces paysages grandioses de chaînes de montagnes bien recouvertes de neige, voilà, dans un contexte toujours de temps fabuleux. Vous voyez, il n'y a pas un nuage à part sur le haut des montagnes. Et ici, donc, nous sommes à Nickel Harbour. C'est aussi un ancien lieu baleinier.
Mais cette configuration, elle est assez particulière puisque la zone de colonie des Manchots, elle est vraiment en contrebas d'un énorme front glaciaire, comme vous avez sur cette photo. Donc, c'est une zone qui est assez sujette à des événements de grandes vagues, voire de tsunamis. Donc, c'est une zone où on est souvent, nous, en tant que team expédition, très vigilants à ce qui se passe aux alentours. Mais c'est de nouveau une zone de colonie qui était déjà bien occupée, où on voit encore, comme je vous le disais, ces manchots qui sont de manière prédominante sur les zones rocheuses pour implanter leur premier nid. Et puis, on voit ces déplacements de manchots à travers ce qu'on appelle les autoroutes à manchots. Donc, ça va être toutes les lignes, les grandes lignes que vous voyez tracées. Ce sont eux qui les tracent et ils vont se croiser. Ça va être leur chemin, leurs autoroutes. Donc, encore une très belle observation, un très beau contexte d'observation de colonies sur ce site qui est particulièrement esthétique en bordure de ce grand glacier. Voilà, donc notre deuxième aussi débarquement sur le continent. Et puis, avant de quitter la péninsule, nous avons fait une dernière sortie sur un site qui est notamment marqué par l'histoire baleinière. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où l'Antarctique a été découverte, donc dès 1819 pour les îles Shetland du Sud, ça a été aussi la découverte d'une abondance de faune, notamment de baleines, de phoques, qui a été source d'exploitation déjà à cette époque. Donc, dès 1820, en fait, il y a eu certaines stations à terre, notamment dans l'île de la Déception. Je vais revenir juste après. Mais ça a aussi été progressivement l'implantation, enfin, la présence humaine, la présence baleinière s'est faite vraiment de plus en plus forte dans ces zones. Et cette zone notamment qu'on appelle de Foyne Harbour, elle est marquée par un naufrage, celui d'un navire norvégien qui était chargé en huile de baleine et dont un des composants, peut-être une chaudière, a commencé à prendre feu. Et le capitaine, plutôt que de finalement s'échouer en mer, a choisi de se rapprocher de cette baie pour échouer le navire et sauver tout son équipage. Donc ça, c'était en 1915. Mais donc voilà, ça, la baie là, où mon collègue Rémi est posté en train de regarder aux jumelles, ça a été une zone de chasse à la baleine, comme plusieurs zones dans la péninsule antarctique. Alors, nous avons eu la chance de voir quelque chose d'exceptionnel sur cette dernière sortie en péninsule. Pour vous donner le contexte, il y avait plusieurs Zodiacs qui étaient partis avec des passagers. Et personnellement, j'étais parmi les dernières à embarquer. Et puis, je commence à observer un oiseau. Et cet oiseau, il me paraissait bizarre. Et puis finalement, ça me remémorait des souvenirs que j'avais vus en fin de saison cette année, vers février. Et en fait, j'ai tellement bugué que moi-même, je n'ai pas pris de photos. Mais voilà, pour vous dire la petite histoire, après confirmation avec notre ornithologue Fred, nous avons vu un manchot empereur. Ce que vous avez sur l'image, c'est un manchot empereur juvénile. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas encore les couleurs, etc. Mais voilà, c'est un individu qui n'est pas perdu, hein, pas forcément. Les empereurs sont en colonie pendant l'hiver austral, mais tant qu'ils ne sont pas matures sexuellement, comme tous les manchots, ce sont des animaux pélagiques, donc ils vont un peu faire leur vie dans l'eau pendant une grande partie de l'année, et puis ça peut les amener à voyager vers un peu plus au sud, vers ces latitudes de la péninsule.
Donc, voilà, ça a été une observation assez courte, mais malgré tout, eh bien, mon collègue Laurent a pu prendre ce très beau cliché qui nous montre bien le bec typique de l'empereur et puis cette taille aussi. L'empereur est à l'heure actuelle le manchot le plus grand qui peut faire jusqu'à 1,20 m. Donc, c'est vraiment différent en termes de taille, en termes de proportions par rapport aux autres manchots qui font aux alentours de 80 centimètres. Voilà. Donc, c'était la surprise, la cerise sur le gâteau, je dirais, de cette rencontre avec l'empereur. Et donc, nous avons poursuivi notre sortie après ça, donc, en allant voir l'épave dont je vous parlais, du Gouverneur, ce navire norvégien qui a été échoué par son capitaine pour sauver l'équipage. Et bien sûr, nous avons profité des beaux fronts glaciaires, comme on voit sur l'image du milieu, avec des géométries fascinantes, des espèces de trous. Et puis, vraiment une belle concentration de sternes couronnés ou sternes antarctiques. Ce n'est pas la meilleure photo du monde, mais voilà, ça vous illustre ce bel oiseau que l'on voit, on voit sa cousine arctique parfois aussi ici. Et puis, on a vu un autre type de phoque, qui est le phoque crabier, qui est parmi en fait, les phoques les plus, qui est le phoque le plus abondant du monde, avec 10 à 15 millions d'individus. Donc ici, il était associé à un autre phoque, enfin, ils étaient deux sur la plaque, mais j'ai préféré centraliser sur celui-ci. Donc une très très belle sortie, pleine de surprises et encore dans un contexte, des ambiances magiques. Donc après notre dernier jour en péninsule, eh bien, il a fallu commencer à remonter parce que, vous le savez, les croisières expéditions sont liées à la météo, beaucoup. Et notamment, nous avons eu à la fin de ce séjour des informations comme quoi le temps se dégradait. Donc, il était temps de remonter vers Ushuaia pour prendre l'avion à temps. Mais la dernière étape, c'était quand même d'aller vers l'île de la Déception. Donc, Deception Island, c'est une île que vous voyez sur la carte en forme de fer à cheval, donc un ancien volcan, voilà, qui s'est effondré sur lui-même, qui a laissé ce qu'on appelle une caldeira. Donc, c'est juste la partie extérieure du volcan effondré que l'on a encore aujourd'hui. Et il y a juste une toute petite ouverture d'un peu plus de 200 mètres de largeur qui permet au navire de pénétrer à l'intérieur. Alors, on a toujours l'espoir à l'intérieur de cette caldeira d'être un peu protégé et de faire différentes activités. C'était notre espoir en venant dans la caldeira. Malheureusement, les conditions de vent étaient vraiment extrêmes. Il y a eu plus de 30 à 35 nœuds de vent, à tel point que le navire lui-même n'arrivait pas à tenir son ancrage. Voilà, il était tellement poussé par les vents qu'il a été décidé par le chef d'expédition et le commandant d'un commun accord de ne pas mettre les Zodiacs à l'eau. Donc, nous n'avons pas débarqué. Pour autant, on a profité quand même de conditions de navigation qui le permettaient pour arpenter toute la caldeira. Et donc, on a vu des paysages volcaniques assez somptueux. Mais voilà, sachez que cette île de la Déception, elle est vraiment historiquement très, 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 très majeure dans l'histoire antarctique, puisque ça a été à la fois une zone baleinière, la zone où on débarque s'appelle Whalers Bay, donc en gros, c'est la baie des baleiniers. Donc, elle a été marquée par cette histoire baleinière, puis ensuite par la Seconde Guerre avec l'opération Tabarin, qui a occupé notamment les bâtiments que l'on voit en face. Et puis aussi l'histoire de l'aviation antarctique, puisque de Whalers Bay est parti le premier avion
de Wilkins qui a survolé une partie de l'Antarctique. Donc, c'est un site historique majeur qui vaut toujours le coup de voir, de s'imprégner. C'est une ambiance qui est assez prenante. Voilà, c'est comme si on prenait tout, on avait conscience de tout ce poids historique dans cette zone qui est finalement relativement limitée. Et puis, voilà, d'un point de vue de paysage, de géologie, eh bien, c'est assez fabuleux. On a ces anciens cratères, ces anciennes coulées de lave voilà, qui sont mis dans ces espèces de monochrome de noir et blanc avec la neige. Donc, c'est une ambiance qui est vraiment particulière, qui est assez unique. Et dans cette connaissance que bien l'île est volcanique par elle-même est toujours active. La dernière éruption date de 1970, alors ça peut nous paraître lointain, mais il y a eu voilà, des petits signes qui montrent que l'île est toujours active, notamment dans les années 2010. Et puis, c'est toujours le siège de deux stations scientifiques, une argentine, une espagnole, qui notamment contrôlent eh bien, tous les risques volcaniques et sismiques dans cette région. Donc voilà pour notre pour notre essai de découverte de l'île à Déception. Et j'en arrive à notre dernière sortie, notre dernière activité en tant que telle en Antarctique. Eh bien, c'était aux îles Shetland du Sud. Donc, nous sommes de nouveau remontés dans les Shetland, quasiment en face de l'île de Half Moon. On a une petite baie qui est protégée par un isthme et où il y a des colonies de manchots. Donc, ça a été la sortie la plus animée, j'ai envie de dire, la plus sportive en termes de conditions, notamment de zodiaque. Ça a été une des sorties les plus techniques que j'ai pu faire personnellement. Mais c'était pour une très, très belle, un bon dernier souvenir, j'ai envie de dire, ce dernier regard au Shetland. Voilà, ça valait vraiment la peine de faire l'effort d'amener tout le groupe à terre. Donc, on a revu des belles colonies de manchots papous. Et puis, il y avait au milieu un manchot à jugulaire qui peut-être faisait connaissance. En tout cas, il y avait très peu d'individus de manchots jugulaires. Ce n'est pas forcément leur colonie de prédilection. Mais ça peut arriver qu'il y ait un individu qui se promène parmi les autres. Voilà, donc on a eu des très belles ambiances encore avec la mer qui était un peu plus agitée cette fois-ci, un peu de brume. Voilà, donc une dernière sortie qui sonnait comme un au revoir, mais un au revoir quand même majestueux sur cette dernière partie. Voilà, et je vais terminer sur cette image, sur une soirée que l'on a eue avec des lumières fabuleuses qui coloraient les montagnes en rose. C'est aussi ça l'Antarctique, c'est les lumières, c'est finalement ce sont des ambiances. On me demande souvent, mais entre l'Antarctique et l'Arctique, voilà, qu'est-ce qui est le mieux? Je dirais que tout est une histoire de perception et de sensibilité, mais il y a certaines ambiances de l'Antarctique que personnellement je n'ai pas touchées en Arctique. Et ce qui me touche de manière plus personnelle sur ces voyages antarctiques, c'est comme une démarche. C'est une démarche d'aller dans un extrême, d'aller toucher comme aux confins du monde. Et pour moi, la sensation que j'en ai, c'est que c'est une démarche aussi vers soi. C'est une manière d'aller voir en soi, d'aller encore plus profondément, peut-être dans des espaces que l'on ne va pas visiter souvent, des espaces qui sont peut-être secrets ou cachés, mais en tout cas, pour moi, ce voyage en Antarctique, c'est un voyage vers la nature, mais c'est aussi un voyage vers soi-même. Voilà, je vais terminer là-dessus et puis je te laisse la parole, Laureline, s'il y a des questions. Merci beaucoup pour votre présence, votre attention à tous. Mais merci à toi, Élodie, pour cette belle
immersion, vraiment on y était, on comprend un peu plus pourquoi on parle du grand continent blanc, du royaume des manchots. C'était vraiment, voilà une très belle immersion, sur la péninsule antarctique. Alors nous avons, aussi la chance d'avoir, Christian Kempf qui répond, donc, dans le chat, directement. Alors c'est vrai qu'il y a eu, beaucoup de questions, mais, pas mal de questions, et bien, sur, d'autres voyages ou, sur, le bateau. Donc je vais essayer en fait d'y répondre, enfin je vais répondre, aux questions qui concernent plus, et bien les spécificités du voyage ou du bateau, dans la présentation, les quelques minutes qui suivent. Puisque donc je vais, rebondir, hein, sur, le voyage que nous allons vous proposer, donc en 2026. Alors un voyage finalement qui, aura vraiment, l'allure de celui que vient de vous présenter, Élodie, à la différence près que celui-ci aura lieu un mois plus tard, donc du 28 novembre au 9 décembre 2026. Donc voilà, c'est un mois après celui que vient de réaliser, Élodie. Mais finalement, les observations, seront à peu près les mêmes. Alors comme Élodie vous l'a bien précisé, hein, on ne sera jamais, on n'est pas maître des éléments, nous ne sommes pas maîtres des conditions météorologiques, ni de la faune, donc on ne peut jamais prévoir, dans eh bien, quels endroits nous irons visiter, là où nous débarquerons et encore moins, eh bien, les animaux que nous pourrons observer. Mais comme l'a très bien dit aussi Élodie, tous nos guides et notre équipe d'expédition, feront tout, pour que vous passiez en tout cas, le plus beau, voyage, possible. Donc voilà pour ce voyage, ça sera vraiment globalement, un itinéraire, comme celui qu'elle vient de vous présenter. Je vous rappelle aussi qu'en ce moment, vous avez peut-être reçu, notre newsletter avec les offres que nous vous proposons, pour ce voyage pour 2026. Donc actuellement, une offre en early booking avec, moins 30 jusqu'à la fin du mois de novembre, qui passera à moins 15 jusque la fin du mois de décembre. Donc ce qui fait, des offres très intéressantes, hein. Je vous ai mis, les prix ici barrés, pour, nos premiers prix qui sont en cabine quadruple, qui reviendraient à 6 230 € par personne. Mais en cabine double, notre premier prix, donc en cabine double, c'est la cabine lit superposée, qui reviendrait donc à 6 930 € par personne. Donc voilà, de très jolies offres pour ce voyage à venir. Et puis donc un voyage qui aura lieu à bord de notre nouveau bateau, que vous avez donc peut-être découvert à travers ou à travers notre webinaire que nous avons pu consacrer, au Terra Nova. Donc un bateau, de 98, passagers. Donc comme vous le voyez ici, hein, c'est 98 passagers, 81 membres d'équipage. Vous serez accompagné donc sur ce bateau, selon le nombre de participants évidemment, mais si le nombre est au maximum, de 11 guides, et donc 12 zodiacs pour vous mener, donc dans les zones, d'exploration. Alors pour vous présenter, très brièvement, ce bateau, c'est un bateau, qui a été construit à l'origine, pour desservir l'une des communautés les plus isolées de la planète, puisque qui approvisionnait l'île de Sainte-Hélène. Donc c'est vraiment un navire, façonné, pour, les océans, mais aussi pour la glace, puisqu'il a été, depuis totalement, rénové, en 2022, une rénovation, de plus de 12 millions d'euros, hein. Donc une très jolie rénovation, qui a permis de moderniser, ce bateau, de lui donner, de renforcer sa coque, pour une navigation, vraiment adaptée, au voyage dans les glaces, au voyage d'aventure. Un tirant d'eau aussi, très profond, des moteurs puissants. Donc il sera un petit peu plus, puissant, un petit peu plus rapide, que l'Ocean Nova, hein. On sera sur un maximum de 16 nœuds. Mais donc voilà, ce qui en fait un navire un petit peu plus, pour ceux et celles qui connaissaient, l'Ocean Nova, donc un petit peu plus, rapide. Donc c'est un grand bateau, hein, qui normalement est conçu pour pouvoir accueillir, jusqu'à 120 passagers. Donc nous réduisons, toujours sa capacité pour que nous soyons à moins de 100 passagers, pour, un plus grand confort et surtout une grande flexibilité, d'exploration, comme celle que vous nous connaissez. Alors je voyais des questions notamment sur,
eh bien, les sorties prévues à terre ou en zodiaque. Donc, chez Grands Espaces, notre bateau, c'est vraiment finalement notre hôtel flottant et notre restaurant flottant. Mais l'objectif, c'est réellement d'y être le moins possible. On va y être voilà, pour manger, pour dormir, pour suivre nos conférences de nos guides conférenciers. Mais le reste du temps, on va vraiment en profiter bien, pour découvrir les environnements qui nous entourent, finalement, on est là pour ça. C'est la nature qui va nous guider, qui va être notre plus grand guide. Et puis, c'est elle que nous sommes venus voir. Donc, il y a en général 2 à 3 sorties prévues par jour, évidemment toujours selon les conditions météorologiques. Et puis, un petit peu au gré des observations que la nature peut nous offrir. Alors, pour découvrir un petit peu ce bateau, donc vraiment un bateau très confortable, donc comme je vous l'ai dit, qui a été réaménagé très récemment. Donc, de nombreux espaces de détente et d'observation, comme on peut le voir ici. On a plusieurs salons, 3 au total, qui vous accueillent donc, pour partager des moments entre voyageurs, mais aussi des lieux privilégiés pour bien discuter avec nos guides. Mais surtout un grand salon qui sera prévu pour eh bien, suivre les conférences, les briefings d'expédition ou autres projections que nous avons de façon quotidienne, hein, puisque chaque jour, nos guides sont là eh bien, pour vous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez pu découvrir dans la journée. C'est le cas des récaps que nous faisons chaque jour. Donc, par exemple, pour présenter un animal que nous avons pu observer, ou des conférences plus généralistes pour vous présenter eh bien, des attraits de la péninsule antarctique, en tout cas pour ce voyage, son histoire, ses grands explorateurs, que sais-je encore. Donc voilà, vous avez déjà un aménagement ici très propice à la convivialité, toujours avec de grandes ouvertures vers l'extérieur, hein, comme vous pouvez le voir, parce que le but, c'est toujours de profiter de la navigation et des paysages qui peuvent défiler devant nous. Il faut savoir que le Terra Nova va profiter de nouveaux travaux cet hiver pour agrandir quelques espaces. Donc, je parlais du salon qui sera prévu pour les conférences. Il y aura un grand salon donc prévu pour les conférences et donc une salle alors de grand pont extérieur, pardon, également, comme on peut le voir ici, à l'arrière du navire, vous avez ce qu'on appelle un cockpit bar qui nous permettra donc de déjeuner en extérieur lorsque la météo le permet. Vous avez peut-être eu l'occasion de partir à bord de l'Ocean Nova et de découvrir nos fameux barbecues polaires, ces fameuses soirées donc, où l'on fait étonnamment un barbecue dans ces zones polaires, et on peut profiter donc d'un moment très convivial sur les ponts extérieurs. Donc, c'est absolument fabuleux, hein, puisque ça nous permet vraiment eh bien, de profiter des paysages qui défilent ou bien de la zone dont nous avons ancré. Donc voilà, ici, nous avons vraiment 2 grands ponts qui nous permettront de jouir des extérieurs tout au long des navigations. Une très belle salle de restaurant également très élégante, donc avec des buffets lors des petits déjeuners et des déjeuners, et puis des dîners servis à table par notre équipe, l'équipe hôtelière à bord. Et puis, il faut savoir que donc des espaces également thé, café, boissons vous accompagneront un petit peu partout dans le bateau, notamment dans les différents salons que vous pouvez trouver dans le bateau. Alors, pour parler un petit peu des cabines, je ne vais pas toutes vous les présenter ici. Nous avons 8 catégories de cabines différentes, donc toutes des cabines assez spacieuses, récemment rénovées aussi, toutes avec vue sur l'océan, donc toutes avec une fenêtre. Elles sont très bien équipées. Donc vraiment, ça offre vraiment un hébergement parmi les meilleurs de sa catégorie. Donc voilà, je vous ai dit 8 catégories de cabines qui va de la suite jusqu'aux cabines quadruples en passant par la cabine individuelle. Alors ici, on peut découvrir donc la cabine double lit superposée qui fait 10 mètres carrés. Elles sont toutes
dotées d'un bureau, donc d'une fenêtre, comme je l'ai dit, et toutes également de la salle de bain attenante. Alors ici, je n'ai pas changé le titre, mais c'est la cabine de luxe qu'on a ici, la cabine double de luxe, donc qui est un petit peu plus grande que la précédente, que celle avec les lits superposés. Elle fait 15 mètres carrés. On a toujours son espace bureau. Ici, vous avez le choix d'avoir donc 2 lits simples ou un lit king size, et toujours donc la fenêtre et la salle de bain attenante. Et puis, donc vous avez également la suite de l'armateur, qui est donc la catégorie la plus élevée de nos cabines, 40 mètres carrés, un coin salon, un coin un petit peu réunion, un dressing, un lit double king size et évidemment donc la salle de bain attenante avec double vasque. Donc voilà un petit peu pour les catégories de cabines. Vous avez des cabines entre deux, hein, la cabine supérieure, la cabine quadruple, la cabine triple également, et donc la cabine individuelle. Alors, pour répondre à une question que nous avons eue également dans le chat, pour les personnes qui voyagent de façon individuelle, effectivement, les tarifs des cabines individuelles sont toujours un petit peu plus élevés, mais vous avez toujours la possibilité de partager une cabine double. Une cabine donc avec 2 lits séparés, donc soit en lit superposé, soit en cabine supérieure, où vous pouvez parler lors de la réservation du type de cabine que vous souhaiterez partager. Mais voilà, il est toujours possible de profiter de cette option, et dans ce cas-là, de payer le tarif donc d'une personne en cabine double. Et nous prendrons donc le soin de trouver une personne qui voudra, comme vous, partager une cabine lors de ce voyage. Et en général, c'était beaucoup le cas à bord de l'Ocean Nova, hein, notre ancien navire de 75 passagers. On trouvait généralement toujours quelqu'un avec qui partager la cabine. Donc, c'est quelque chose qui se fait très bien. Voilà un petit peu pour la présentation de ce bateau qui vous accompagnera lors de ce voyage donc, en péninsule antarctique. Donc, dès 2026, fin novembre 2026. Et puis, donc, n'oubliez pas, vous avez ces offres qui courent, moins 30% jusqu'à la fin du mois de novembre, moins 15% ensuite. Donc, n'hésitez pas à profiter de ces belles opportunités. Écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette présentation. Merci à Élodie pour son intervention. C'était vraiment une très belle immersion, je réitère. Merci à Christian de nous avoir aidés sur le chat pour répondre donc aux questions. Nous aurons l'occasion donc de revenir, hein. Je vois qu'il y a des questions sur des voyages spécifiques, donc de répondre voilà, à un ensemble de questions par mail. Et puis, n'hésitez pas surtout à nous téléphoner, hein, nos conseillères, notre équipe est toujours très disponible pour répondre à vos questions. Et puis, n'hésitez surtout pas aussi à répandre ces webinaires, ces conférences en ligne autour de vous. Elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube dans la section conférences en ligne, et également à vous abonner à nos pages, nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour avoir toujours de nouvelles observations et de nouvelles informations, pardon, et puis de très belles photos toujours à découvrir. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci à Élodie pour cette intervention. Et puis, restez toujours connectés. Je vous l'ai dit, hein, le mois de novembre est très riche en conférences et je vous enverrai très bientôt, demain d'ailleurs, l'information sur notre prochaine conférence en ligne. Allez, je vous en dis un peu plus cette fois. Nous allons parler du Captain Arctic, puisque cela fait plus d'1 an maintenant que nous avons fait notre première conférence sur ce bateau révolutionnaire. Et nous aurons avec nous donc Sophie Galvagnon, qui sera la capitaine de ce bateau, qui viendra nous en dire un peu plus sur l'avancée du navire et puis sur nos voyages que nous ferons à bord de ce bateau. Merci Élodie.
Merci Laureline, merci à tous pour votre attention. Merci Christian aussi. Et Merci puis, Christian. à très bientôt pour nos prochains webinaires. Au revoir.